Bonjour, ici Cléo Maheu. J'ai la chance d'accompagner depuis des années des entrepreneurs dans la croissance de leur entreprise et j'avais envie de créer un podcast Histoire d'hypercroissance où on prend le temps d'échanger, de comprendre leur parcours souvent atypique et je prends même le temps également d'y inviter des experts qui viennent décortiquer la croissance de ces entrepreneurs-là, mais surtout de comprendre la différence qu'ils font dans la vie des gens. Dans cet épisode, j'ai le bonheur de recevoir Guillaume Bazinet qui est à la tête de FX Innovation, une entreprise qu'il a cofondée il y a plusieurs années, mais qui aujourd'hui se spécialise dans la transformation numérique des organisations importantes. Et même cette organisation-là, FX, représente le 0,2% des sociétés canadiennes avec plus de 600 employés. Guillaume, un homme authentique au grand cœur, ambitieux visionnaire, vraiment un échange riche à toutes les fois que je lui parle. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Guillaume Bazinet, bienvenue. Merci Cléo. Guillaume, tu es cofondateur et maintenant à la tête de FX Innovation, que tu as cofondé en 2002, si ma mémoire est bonne, qui se spécialise dans les transformations technologiques et vous êtes un des plus gros joueurs au Canada. Fait que ça met le ton au podcast. Bienvenue. Merci, ça me fait plaisir. Alors, Guillaume, je suis contente de t'avoir parce que, tu sais, on parlait justement avant de débuter, tu as plus de 600 employés. T'es dans le 0,2 des entreprises canadiennes. Et puis, on a souvent des entreprises un peu plus petites, mais là, de t'avoir toi, et tu as toujours une belle ouverture à partager tes histoires. Tu es entraîneur aussi à l'École d'entrepreneurship de Beauce. Tu partages ton histoire. Fait que là, on va avoir un peu de toi aujourd'hui. Et ça commence toujours par l'histoire de l'individu. Alors, moi, je veux savoir qui est Guillaume, pour ceux qui ne te connaissent pas. Qui est Guillaume? Bien, en fait, je pense que je suis quelqu'un de très simple, très terre-à-terre, passionné dans la vie. Puis, en fait, l'entrepreneuriat, comme les affaires en général, sont une passion. Fait que j'aime souvent dire ça. Je pense qu'une des façons d'avoir du succès, c'est d'être passionné de quelque chose. Peu importe la discipline, que ce soit en affaires, en art, en sport. Donc, c'est une de mes passions. Puis, j'en ai plein d'autres aussi. Oui, ça, c'est vrai. Je peux pas toutes les mettre à contribution de ma vie professionnelle, mais les affaires, c'est clairement une passion pour moi. Puis d'où ça vient, ça, les affaires, cette passion-là? C'est une excellente question parce que j'avais pas d'entrepreneur dans ma famille directe. Puis j'ai su assez jeune, je me souviens très bien au secondaire, justement, le fameux cours de choix de carrière là, qu'on avait, oui. Je pense, en secondaire 3 ou 4. Puis à un moment donné, il fallait répondre à ce qu'on voulait faire plus tard. Puis je me souviens que ma réponse était « je veux être en affaires, puis c'est sûr que je vais aller en administration pour m'ouvrir toutes les portes. Je ne sais pas exactement ça va être quoi. » Puis finalement, quand j'étais à l'université en administration, c'était le début un peu de la bulle techno. T'sais. On était au milieu des années 90. Puis c'est à ce moment-là que j'ai décidé, je vais aller en tech parce que c'est stimulant, c'est en évolution constante. Puis ça m'intéresse. Donc, j'ai un peu choisi à ce moment-là le parcours des affaires. Fait que mon premier emploi, c'était un emploi dans une grande entreprise en tech à Montréal qui s'appelait Cognicase, qui était par la suite acheté par CGI. J'ai travaillé là 2 ans. Pour par la suite fonder une première entreprise qui est un échec. J'aime ça le dire. La première est un échec. Pourquoi tu dis ça? Parce que la première a été vraiment un échec. Une entreprise dans le domaine de la santé qui développait des équipements d'oxygénothérapie hyperbare puis des équipements d'oxygène pour les athlètes. Mauvaise compréhension du marché, mauvaise compréhension du client cible. Donc, puis par la suite, ça a été FX Innovation. Mais leçons apprises probablement à travers tout ça. Hein? Souvent, c'est les meilleures leçons. J'aime même dire que j'ai gagné un prix dans une organisation que tu connais qui s'appelle EO, Entrepreneur Organization. Il y avait un concours des plus beaux échecs entrepreneuriales. Un peu pour justement, tu sais... dédramatiser ça. Dédramatiser. Puis tu sais, la culture d'échec est des fois difficile au Québec encore. Oui. Tu sais, on a peur de parler de nos échecs. On a l'impression, tu sais, que ça fait de nous un mauvais entrepreneur, une mauvaise personne d'affaires. Puis c'est faux parce que ça prend des échecs pour avoir des succès. Pour ceux qui l'admirent ou ne l'admirent pas, dépendamment, on a toutes
Mais tu sais, j'aime les entrepreneurs qui vont dire ça prend plusieurs échecs pour atteindre des succès. Puis on le voit chez le fondateur d'Amazon qui a déjà dit après l'échec justement des Amazon Phone, parce que pour ceux qui ont oublié, ils ont sorti un Amazon Phone qui est un échec total. Oui. Puis sa réponse a été, regardez-nous aller, on va faire des échecs encore plus grands que celui-là. Oui, exact. C'est ce qui permet d'avoir des grands succès. D'avoir des grands succès. Et là, on arrive avec FX, qui est fondé. Donc, d'où ça vient, cette idée-là? Parce que tu es parti à l'époque, je pense, avec 4 fondateurs. Vous êtes 4 fondateurs pour... Oui, en fait, l'histoire, au départ, l'entreprise a été fondée. On était 4 qui avaient travaillé ensemble chez Cognicase. Donc, on avait appris déjà à se connaître, à travailler ensemble à ce moment-là. Moi, j'avais quitté pour fonder une autre entreprise, celle qui était un échec. et 2 des 4 aujourd'hui qu'on se considère comme les cofondateurs de FX, dans le fond, avaient quitté Cognicase pour fonder FX Innovation. Puis par la suite, ils ont convaincu moi et un 4e de se joindre dans la première année et demie qui ont suivi. Donc, on a été le 4 groupes de départ, un peu comme un groupe de musique. Là, il manque le bassiste puis le guitariste. Là, finalement, les 2 qui ont parti le band, ils convainquent un bassiste, un guitariste ou un drummer de venir rejoindre le groupe. Fait que là, vous partez, puis quel était, parce que ça fait quand même, il y a 20 ans, puis il y a tellement eu une évolution numérique et technologique depuis ce temps-là. C'était quoi les mandats à l'époque de FX? Oui. Mais tu sais, notre expertise au début, souvent, on est parti de là. Je dirais la petite graine de départ qui a été semée, c'est nous, on avait appris à travailler dans une organisation où le focus puis l'expertise était la gestion des services TI, l'impartition des TI. Oui. Puis là, on est en 2002, là, donc on est encore dans l'informatique traditionnelle, l'informatique dans des centres de données. Donc, on avait cette expérience, cette expertise-là. Donc, on a bâti une petite entreprise de services conseil, peu de barrières à l'entrée, peu d'investissement qui nous permettent de commencer à créer des revenus pour rapidement être en mesure d'investir dans des solutions de gestion et d'impartition informatique. Parce que là, tu as besoin d'un peu plus d'infrastructure. Tu as besoin d'un centre d'opération, tu as besoin des gens 24/7, tu as besoin donc d'une infrastructure, puis je dirais un back-office qui te permet de supporter les opérations pour tes clients. Oui. Donc, tranquillement, on a mis ça en place. Donc, assez rapidement, on a commencé à avoir des clients avec des revenus récurrents. Puis là, on se situe dans les années 2000. Là. Donc, c'est après, dans le fond, le crash de la bulle informatique. Pour ça, 2008, crise économique. Oui. Donc, ça a été des années où l'entreprise, sans dire qu'on s'est cherché, on était très ouvert un peu, puis on touchait un peu à tout, jusqu'à l'arrivée de l'info nuagique qui nous a permis vraiment de prendre, je dirais, une direction très, très claire, puis une direction d'une croissance possible d'en devenir un leader dans notre domaine. Exact. Puis cette idée-là parce que, tu sais, là, on parle de, tu sais, vous avez parti ça en 2002, vous étiez 4 à la base, là, tu sais, vous partez les 4, puis là, j'imagine, on embauche. Puis là, aujourd'hui, on est rendu à plus, tu sais, environ 600, mettons, là, 600 employés. Puis c'est quoi les différentes étapes, puis l'évolution aussi du style de gestion, puis comment tu t'entoures, puis tu sais, comment tu as vécu ça, tu sais, avec l'équipe, puis tout ça, bâtir l'équipe? Oui, bien, c'est toute une... on dit en anglais une journée, là, un parcours une démarche semé d'embûches, de haut et de bas, puis de défis. Je tiens à dire, dans les 4 cofondateurs, je suis le 3e des 4 qui prend le rôle de chef de la direction. Donc, encore une fois, ça a été une suite de différents profils, de différentes expertises aussi, différentes personnalités selon les étapes de l'entreprise. Oui. Fait que ça, c'est peut-être quelque chose aussi qui est important. On regarde beaucoup, rares sont les entreprises que la même personne va être en mesure de puis il y a une évolution, des talents, des compétences en fonction de l'évolution de l'organisation. Exact. Puis aussi, des fois, personnellement, on est ailleurs dans notre vie, on a le goût de faire d'autres choses. 20 ans plus tard, il y a des choses qui se passent dans une vie aussi. Là. Oui. Donc ça s'est quand même fait de façon, je dirais, naturelle. Puis j'ai l'impression que les 20 dernières années ont passé comme 5 ans. Là. Ça va à une vitesse assez folle. Des fois, on ne s'en rend pas compte. Oui, c'est vrai que ça va vite. Puis la notion de, tu sais, parce que on est, moi je le vois, il y a plein de, tu sais, en fait, ce qui accélère
ton hyper-croissance, c'est lorsque tu es capable de mettre de l'avant une bonne transformation technologique, numérique qui va supporter tes besoins de croissance. Fait qu'au début, vous étiez dans de l'impartition plus traditionnelle, si je peux l'appeler comme ça. Et là, qu'est-ce que ça amène, l'univers du cloud, comme on dit, là, on dit souvent en franglais, là, le cloud. Qu'est-ce que ça amène, toute cette notion-là? Puis ça a été quoi les changements pour l'organisation? Bien, tu sais, premièrement, ce que j'aimerais dire, c'est que, tu sais, pour connaître une hypercroissance, il faut qu'il y ait une vision claire, tu sais, de qu'est-ce qu'on... Puis nous, on avait beaucoup de décisions à prendre. Tu sais, si on était resté dans l'informatique traditionnelle, il aurait fallu prendre un chemin de consolidation. Tu sais, comme CGI a fait, par exemple, tu sais, très beau succès québécois-canadien, tu sais, une entreprise de classe mondiale. Puis, tu sais, CGI, par contre, est né, tu sais, beaucoup avant FX. C'est une entreprise qui est née fin des années 70, début des années 80. Donc, ils ont été dans un contexte où l'impartition était en forte croissance, puis ils ont pu, tu sais, prendre la vague de l'impartition des services informatiques des entreprises. Nous, on s'est retrouvés dans un contexte complètement différent. Crise de la bulle techno, crise économique 2008. Et si on avait voulu aller dans un chemin de consolidation puis d'acquisition, puis devenir un joueur en informatique qui touchait un peu à tout, ça aurait pris un plan d'affaires complètement différent, un financement complètement différent pour être en mode acquisition. Puis tu deviens un mini-me de quelqu'un qui le fait déjà aussi. Tu n'as pas nécessairement ta saveur unique non plus là-dedans. Fait que nous, dans le fond, là, tu sais, je pense que ce qui nous a permis d'avoir si on peut le qualifier d'hypercroissance, je suis tout le temps humble là-dedans parce qu'hypercroissance, c'est relatif. Hein? Oui. Mais dans notre cas, nous, c'est qu'on s'est dit, ce marché-là existe déjà. Il y a déjà des joueurs de classe mondiale. CG en est un gros, puis il y en a des encore beaucoup plus gros. Nous, on va être un joueur spécialiste, dans le fond. On va se spécialiser, on va devenir les meilleurs dans quelque chose. Puis, on a décidé que c'était des services d'intégration des grandes plateformes d'info nuagique. Donc, on a commencé petit, on a commencé tranquillement à choisir des plateformes comme Microsoft Azure, ServiceNow, qui sont les deux plateformes avec lesquelles on a débuté, pour ajouter par la suite AWS puis Google Cloud. Puis, tranquillement, bien, on s'est mis à transformer l'entreprise pour faire en sorte qu'on devienne un joueur niché dans les services d'intégration puis de gestion de ces grandes plateformes-là. C'est important ce que tu amènes là parce que trop souvent, je vois des entrepreneurs qui se cherchent puis qui vont regarder le plus gros puis disent « je veux être comme lui ». Au lieu de regarder l'ADN, de regarder dans quoi on peut être les meilleurs, qu'est-ce qu'on a envie de faire, c'est quoi nos compétences fondamentales. Puis, je dis tout le temps, une bonne stratégie, c'est pas de chercher à être le meilleur, c'est de chercher à être unique dans ce qu'on fait, puis qu'il y a une cohérence avec notre ADN. Puis ça, je pense que c'est quelque chose que vous maîtrisez très bien chez FX, puis pour moi, tu es comme l'entrepreneur visionnaire. Tu sais, quand je pense à Guillaume, c'est l'entrepreneur visionnaire, mais d'où viennent toutes ces idées-là, puis cet alignement-là? Parce que c'est pas facile toujours là, d'arriver. Là, tu nous dis ça en 2 phrases, là, mais c'est quoi ton processus de réflexion? Puis comment tu y arrives? Puis as-tu des choses à nous recommander par rapport à ça pour avoir cette clarté de vision-là? Bien, tu sais, moi, j'essaie de... La vision, pour moi, c'est pas quelque chose de si compliqué que ça. Tu sais, des fois, on peut penser que c'est d'avoir des idées de génie, là, puis se lever un matin, puis savoir exactement où on doit aller. Pour moi, j'aime dire que c'est juste de connecter les dots. Oui. C'est de même que j'aime le dire, dans le fond. Tu sais, quelqu'un qui a une bonne connaissance d'une industrie, tu sais, comme moi, par exemple, c'est la seule industrie que je connais. J'ai travaillé 20 ans dans cette industrie-là. Je suis sorti de l'université, puis j'ai travaillé dans cette industrie-là. Donc, tu sais, j'ai accumulé 20 ans de connaissance de l'industrie. Après ça, tu sais, c'est de comprendre la technologie, comment qu'elle évolue. Tu sais, dans mon domaine, à moi, c'est ça. Tu sais, puis qu'est-ce qui va être, tu sais, les technologies qui vont être adoptées par le marché dans certaines industries dans 2 ans, 3 ans, 5 ans. Puis par la suite, ben dans quoi on peut être les meilleurs. Tu sais, fait une fois qu'on connecte ces dots-là, bon, tu sais, ça peut paraître des fois des décisions courageuses ou difficiles d'orienter toute la force de l'entreprise dans une direction. Mais quand c'est clair dans quoi on peut être le meilleur, puis que si on met toutes nos forces ensemble à bâtir ce joueur de classe mondiale-là dans cette niche-là, bien, ça peut...
c'est ça souvent qu'on va dire, ah, c'est un entrepreneur qui a eu toute une vision, mais dans le fond, là, il a juste compris les dynamiques du marché, les forces de son entreprise, puis comment il était capable de capitaliser sur une opportunité de marché avec un focus plus grand que ce que j'aime appeler des fois un Jack of all trades, Master of none, quand on essaie de tout garder, puis une entreprise, après 20 ans, accumule plein de services, puis d'opérations, puis d'activités qui sont plus nécessairement d'avenir. Puis là, le défi puis le move courageux, c'est juste de décommissionner ça, puis tranquillement nettoyer, puis libérer l'entreprise du fardeau de certaines activités qui sont plus nécessairement d'avenir ou dans lesquelles on va générer de la croissance. Oui. Fait que si on fait juste maintenir pour maintenir, ça nous empêche d'être les meilleurs dans quelque chose, tu sais. Fait que dans le fond, j'aime ce que tu dis parce que trop souvent, quand tu commences ta business, tu sais pas trop, tu essayes un paquet d'affaires. Mais à un certain moment donné, il faut faire des choix si on veut viser comme l'excellence ou d'être le meilleur dans notre domaine. Mais ça prend du courage, ça. Puis comment t'es arrivé à mettre tout ça en place, tu sais? Parce que ça, je le vois que c'est un défi des entrepreneurs. Il y a comme une zone de turbulence à un moment donné, puis les compétences, puis les gens qui les ont aidés à arriver jusque-là, c'est plus les bonnes personnes nécessairement qui ont besoin pour la prochaine courbe de croissance. Fait que toi, comment tu l'abordes, ça? Oui. Mais, tu sais, la question est bonne, puis j'aimerais ça ramener ça avant de répondre là, à la question de l'ambition. Oui. Parce que, tu sais, il n'y a pas une bonne ou une mauvaise ambition. Dans le fond, je pense que la bonne, c'est qu'elle soit authentique, puis qu'elle soit alignée, dans le fond, avec tous les partenaires. Tu sais, que ce soit des partenaires financiers, que ce soit les employés, que ce soit l'équipe de direction, que ce soit nos associés, peu importe, tu sais, tous ceux qui sont impliqués dans l'entreprise. Puis c'est important que tout le monde ait la même ambition parce que la vision après ça, qu'on va se donner, ben si elle est extrêmement ambitieuse, puis c'est pas tout le monde qui a la même ambition, tu sais, c'est comme de dire on veut monter le mont Everest ou on veut monter le mont Saint-Bruno ou Tremblant. On s'entend-tu que ça prend pas les mêmes équipements, la même équipe, la même préparation? Tout est différent. Tout est complètement différent. Fait que moi, j'aime souvent parler de l'ambition avec un entrepreneur, puis c'est quoi réellement l'objectif, la cible qu'on veut atteindre, parce qu'après ça, ça drive tout le reste. Oui. Fait que, tu sais, puis moi, il n'y a rien que je respecte plus qu'un entrepreneur qui a une vision réaliste en fonction de son ambition puis qu'est-ce qu'il veut vivre. Tu sais, j'aime donner plein d'exemples pour imaginer tout ça, mais c'est comme de dire, je veux jouer dans la Ligue nationale de hockey, je suis un joueur de hockey, j'adore, mais moi, ça ne me tente pas d'être éloigné de ma famille 150 jours par année. Ça ne me tente pas d'être dans des avions et des hôtels tout le temps. Ben, ça se peut pas. C'est comme de dire, je veux gagner une médaille d'or aux Olympiques, c'est ça mon grand but, mais m'entraîner 5-6 jours semaine, ça ne me tente pas. J'aimerais ça m'entraîner 2-3 jours semaine. Puis j'ai pas le goût d'être rigoureux sur mon alimentation, mais ça se peut pas. Oui, c'est ça. Oui. Il faut qu'il y ait une cohérence entre versus ton ambition. Puis, mais c'est bien ce que tu dis, l'ambition, viser des ambitions qui sont réalistes avec nos valeurs. Tu sais, moi, je dirais l'authenticité ou nos valeurs, tu sais. Puis c'est ça souvent qu'on n'arrive pas... les gens se donnent pas se donnent pas cette clarté de vision-là, puis ça devient difficile pour les équipes. Puis là, il y a comme une dichotomie, là, parce que là, il y a des gens d'un bord, les gens de l'autre bord, puis ça, l'avez-vous vécu ou finalement, tout le monde a été dans la même vision, dans le même but? Tu sais, comment t'as assuré ça? Puis moi, je fais le lien avec... C'est comme le livre Good to Great. Il y a des gens qui sont good, and it's fine. And it's fine. Tu sais, qui vont viser de la croissance 5 à 10 puis sont heureux comme ça, puis c'est parfait. Puis petit train va loin. Mais il y en a d'autres qui veulent être great, puis qui visent l'excellence, puis qui veulent être des leaders, puis les meilleurs. Bien, ça va générer de l'économie, des croissances, de l'emploi. Tu sais, c'est pas péjoratif, l'hypercroissance. C'est d'être capable de dire, ben moi, j'ai le goût d'être le leader pour créer de l'emploi, pour l'économie, etc. Fait que parle-moi de ça. Je veux t'entendre là-dessus. Ben, tu sais, c'est pour ça que je trouvais ça intéressant de l'aborder de cet angle-là en premier, parce que ce qui nous a permis d'être où on est aujourd'hui, c'est justement, OK, cet alignement-là. Tu sais, on s'est dit, OK, soit qu'on reste un joueur local qui est bon dans un peu tout, puis qu'on dessert les entreprises du Québec, soit qu'on bâtit une entreprise de classe mondiale, puis pour ça, ben on ne peut pas être un joueur qui est juste bon dans tout. Il faut qu'on soit excellent, puis on ne peut pas être excellent dans beaucoup de choses.
Exact. Avec les moyens qu'on a, avec la capacité qu'on a, autant financière qu'humaine. Il faut qu'on identifie sur quoi on peut devenir vraiment des joueurs de classe mondiale. Donc, c'est comme ça que c'est né, dans le fond. Puis, tu sais, la chance qu'on a eue d'une certaine façon, c'est que, tu sais, de la création d'entreprise jusqu'à 2010, c'était une période, tu sais, bon, on l'a dit tantôt, la bulle techno, la crise économique de 2008, où c'était difficile, tu sais, vraiment de... Puis il n'y avait pas tant en technologie, en informatique, dans mon domaine, il n'y avait pas tant ce qu'on appelle, tu sais, des technologies qui sont disruptives, tu sais, qui viennent vraiment changer la game puis transformer, tu sais, l'industrie. Fait que c'est l'info nuagique qui a... Puis dans les années 2000, c'était les balbutiements, ça commençait. Tu sais, aujourd'hui encore, en 2022, on est encore, tu sais, dans ce qu'on appelle... c'est l'adoption de la première majorité. J'ai de la misère à dire en français, là, on dit early majority adoption. Oui, oui. Fait qu'on est là, en ce moment. Fait qu'aujourd'hui, on parle d'à peu près une adoption de 15 à 25 %. Ah oui, du cloud comme tel? Absolument. Ah oui, qui risque d'être autour de 50 % en 2025, puis près de 80 % en 2030. Donc, on en a pour 5 à 10 ans à faire de la transformation. Des entreprises, transformer leurs fondations technologiques pour les amener sur des fondations infonuagiques, pour leur permettre d'innover, puis d'augmenter leur productivité, puis de capitaliser sur les dernières technologies, que ce soit en intelligence artificielle, en apprentissage machine, et tout ce qui peut suivre des réseaux IoT, et ainsi de suite. Fait que nous, dans le fond, là, quand on parle de vision, c'est qu'on a décidé, à la fin des années 2000, début des années 2010, de dire, OK, on pense qu'on peut vraiment devenir un joueur de classe mondiale dans ce créneau-là. Fait qu'on a commencé en 2010-2012 à se positionner. Fait que c'est longtemps d'avance. Oui. Puis des grandes transformations, des grands courants, ça prend des décennies, 1 à 2 décennies. Pour ceux, un livre que j'adore, c'est Crossing the Chasm de Jeffrey Moore. Ça parle de ça. Les cycles d'adoption, des changements importants, ça se fait à travers les décennies. Ça ne se fait pas sur 2-3 ans. Donc, CGI, c'est pas bâti en 5 à 10 ans. Non. C'est devenu une entreprise de classe mondiale, puis ça a pris 2-3 décennies. Donc, c'est un peu ça qu'on tente de faire aujourd'hui, mais contrairement aux années 80-90, où c'était possible d'être bon, parce que le niveau était moins élevé. Puis, un exemple souvent, Cléo, que je donne, là, c'est encore une fois, c'est juste pour l'imager, puis le rendre facile. Dans les années 80-90, il y avait des athlètes qui performaient dans 2 sports professionnels. S'il y en a qui se souviennent des Bo Jackson puis Deion Sanders, ça n'existe plus aujourd'hui. C'est impossible parce que la game est rendue trop forte, trop élevée. Oui. C'est la même chose pour une entreprise aujourd'hui. Le niveau de compétition, le niveau d'expertise est rendu tellement élevé qu'il faut être vraiment niche puis le meilleur dans quelque chose si on veut réussir à l'échelle internationale. Oui. C'est un peu comme ça qu'on le prend. Oui. Puis en fait, c'est ça, on parle tout le temps, moi, en stratégie, je parle tout le temps de la stratégie du jaune d'œuf, blanc d'œuf. C'est quoi ton jaune d'œuf, puis c'est quoi ton blanc d'œuf? Mais le jaune d'œuf, c'est ça sur quoi tu te concentres, ça sur quoi tu vas être reconnu. Puis le blanc d'œuf, c'est tu cours pas après, il arrive, mais tranquillement, tu n'as pas nécessairement de besoin parce que tu te concentres. Puis comment amener les entrepreneurs à faire ces choix-là courageux? Puis peut-être tu peux nous expliquer, parce que toi, tu es impliqué quand même dans plusieurs organismes, probablement, qui te permettent de connecter les connecting the dots. Là, tu fais partie d'un paquet d'affaires, mais comment on peut amener un entrepreneur à faire ces choix-là? Là, ce que tu nous dis d'emblée, c'est connaître ton niveau d'ambition, ton gradateur d'ambition. T'es-tu ambitieux, être un leader mondial, ou t'es ambitieux local, qui est correct, peu importe. Exact. C'est plus de l'assumer et d'être authentique. Oui. Comme ça, au moins, on ne déçoit pas personne. Puis les gens qui se joignent à nous, encore une fois, investisseurs, partenaires d'affaires, employés, adhèrent à cette ambition-là. Oui. C'est pas tout le monde qui a le goût de travailler parce que je le disais tantôt, monter l'Everest, c'est pas tout le monde qui a le goût de faire ça. Non. Fait qu'une entreprise qui veut monter l'Everest, ça demande une implication, un investissement, ça demande... l'exigence est complètement différente. Oui. Les attentes sont différentes aussi. Oui. Donc, puis il y a des employés que c'est ça qu'ils cherchent. Il y en a qui ne cherchent pas ça. Oui, exact. Fait que cette clarté-là, fait que ça, au niveau de l'ambition, mais après ça, les choix difficiles qui viennent avec ça, c'est quoi? Tu sais, mettons, parce que là, on sait, FX a fait un choix ambitieux. Oui.
très ambitieux, puis de dire, nous, on va choisir cette expertise-là, mais on va être un leader mondial dans ce qu'on veut faire, rien de moi, puis pourquoi pas? Exactement. Tu sais, pourquoi pas les prochaines... Tu sais, t'es le visionnaire, tu prévois tes 20 prochaines années, et là, t'as quand même une super équipe qui t'entoure, là, tu sais. Fait comment tu t'y prends, tu sais, pour faire d'avoir ce guts-là? Comment t'amènes le monde? Fait que, oui, tu t'entoures de gens qui ont envie, mais il y a sûrement plus, là. C'est sûr qu'il y a plus. C'est complexe, puis j'ai pas toutes les réponses, hein, au contraire, tu sais. Oui. Tu sais, dans un premier temps, je pense que, je le répète, cette cible-là doit être extrêmement claire. Qu'est-ce qu'on essaie d'atteindre puis d'accomplir, puis de bien définir qu'est-ce que ça prend pour... Encore une fois, je reprends l'exemple d'Everest. C'est quoi l'équipement que tu as besoin? C'est quoi l'équipe que tu as besoin? Puis c'est quoi la préparation que tu as besoin? Fait qu'il faut bien le définir pour ton entreprise. C'est une aventure, dans le fond. Puis il faut se donner un plan réaliste pour atteindre l'objectif, sinon tout le monde est démotivé. Si on se dit on va atteindre X en 3 ans, puis que réalistiquement, ça prend 5 ans ou 10 ans. Oui. Fait que, tu sais, des objectifs extrêmement ambitieux prennent du temps et des années à atteindre. Oui. Donc, puis après ça, le plan, il faut l'ajuster continuellement en cours de route. Oui. La réalité, là, c'est que le plan qu'on définit aujourd'hui, ben, dans 12 mois, 24 mois, s'il n'a pas été ajusté, il n'est plus bon. Ben oui. Parce que c'est comme encore, je reprends des images tout le temps, mais tu montes l'Everest, puis la température change complètement. Mais il faut que tu aies les plans B, C, D pour... des fois, il y en a qui rebroussent chemin. Hein? Oui. Tu reviens puis pour mieux remonter après. Oui. Puis ça, c'est des trucs qu'on a dû vivre souvent. Dans l'escalade là, de notre entreprise, des fois de mieux reculer, pas de mieux reculer, de reculer pour mieux avancer. Oui. On a dû faire ça à plusieurs reprises, puis on va avoir à le faire encore, c'est certain. Quand on parle de reculer pour mieux avancer, souvent, ça, souvent, on pense, tu sais, normalement, on dit on fait une planification stratégique annuelle. Mais tu sais, en théorie, tu fais ça quand tu as une croissance de 20 % par année organique. Mais si tu as une croissance de 20, 30, 40, ton modèle, il faut qu'il soit beaucoup plus réduit. Puis c'est aux 3 mois, peut-être, que tu as besoin de faire une planif stratégique. Ouais. Tu sais, il y a tellement de changements qui arrivent. Puis ça, vous avez dû le vivre. Bien, absolument. Tu sais, puis nous, on avait des offres de services, des unités d'affaires qui avaient des croissances entre 30 et 70, d'autres de 5 % puis certaines en décroissance. Oui. Donc, tu sais, une des décisions courageuses qu'on a prises, difficiles, ça a été de... tantôt, je disais, reculer pour mieux avancer, là, ça a été de réduire notre chiffre d'affaires, okay, quand même de façon significative, pour être en mesure de réorganiser, restructurer nos opérations puis nos équipes pour mieux avancer sur les créneaux dans lesquels on avait décidé de devenir des joueurs de classe mondiale. Oui. Fait que ça, c'est pas facile parce que ça demande, une réduction des fois du personnel ou, dans notre cas, on a fait beaucoup de requalification puis de formation parce que c'était possible dans notre domaine, dans notre créneau, puis parce qu'on est sur des nouvelles technologies, des nouvelles plateformes, puis qu'on est dans un contexte aussi de pénurie de main-d'œuvre important, puis un enjeu de talent. Puis là, je tiens à le dire, là, en technologie, c'est grave, mais dans plein d'autres industries. Là, on est loin d'être seul. Dans beaucoup d'industries, il y a des enjeux de main-d'œuvre. Mais dans notre cas, avec l'arrivée des nouvelles plateformes digitales, il y a vraiment une opportunité de formation puis de développement du talent puis de la main-d'œuvre. Fait que nous, dans notre cas, c'est beaucoup de la requalification puis de la formation des talents qui étaient bons hier dans d'autres secteurs, des technologies qui peuvent continuer à être bons. L'évolution aussi, des talents. Ouais. Mais là, tu amènes quelque chose d'intéressant parce que moi, je le vois dans les PME actuellement. Il y a 3 ans, on parlait d'être sexy, de la marque employeur. Puis là, on a eu notre pénurie de main-d'œuvre et tout ça. Fait que là, on est vraiment recrutement. Et souvent, l'entrepreneur qui va embaucher sa première personne RH, elle va s'occuper de la paye puis du recrutement quasiment à temps plein. Mais moi, je vois l'angle mort actuellement, c'est que si on a des belles entreprises au Québec qui ont toutes des niches et qui sont en train de se développer dans des spécialisations, mais ils n'arrivent pas à codifier ces connaissances-là internes. C'est-à-dire que là, ça repose sur 3-4 individus, mais ces individus-là se font offrir des doubles de salaire, puis là, tu perds tes connaissances et ton expertise qui te permet d'être unique dans ton domaine. Ça, c'est quelque chose qu'on voit souvent. Fait que vous autres, je pense, vous êtes en train d'essayer de créer quelque chose de grandiose un peu avec ça. Là, puis il y a l'implication de Katia là-dedans. Peut-être donner ta vision pour inspirer les entrepreneurs qui le vivent en ce moment, ça. Oui. Bien,
sais, dans le fond, je vais parler de ce qu'on a fait, puis pourquoi qu'on l'a fait. C'est, on regardait la pénurie de main-d'œuvre en technologie, puis on savait que ça allait être là pour durer. Là. C'était pas un de passage pour 1 an, 2 ans. Là, ça allait être là pour les prochains 5 à 10 ans. Donc, tu sais, là, c'est quoi? T'es victime, puis tu subis, puis tu essaies de tirer ton épingle du jeu. Tu sais, il y avait d'autres solutions à envisager. Là, il y a une dichotomie avec l'ambition. Ben, exact. Fait que là, à un moment donné, tu sais, entrepreneur, justement, tu dis quoi? Il y a des solutions. Il faut trouver des solutions. Il faut tester des choses. Potentiellement des choses qui seront des échecs, qui ne marcheront pas, mais potentiellement des choses qui vont marcher. Fait que nous, on s'est dit, tu sais, on va réunir, dans le fond, des institutions d'enseignement parce que que ce soit les collèges, les universités, ont besoin de s'aligner beaucoup plus avec l'industrie, puis d'être connectés sur les nouvelles technologies, les dernières avancées, puis le besoin des travailleurs d'aujourd'hui. Il y a plein d'entreprises au Québec, au Canada, qui ont besoin d'accélérer leur transformation digitale, puis qui ont besoin de former leur main-d'œuvre. Puis de la façon que je le voyais, moi, ça ne venait pas cannibaliser notre entreprise du tout. Au contraire, parce que plus nos clients cibles sont capables de prendre part à des projets de transformation digitale, plus ils vont en faire, plus ils vont avoir besoin de services puis d'accompagnement. C'est de la valeur ajoutée. Exactement. Fait que, tu sais, on a enlevé cette peur-là de dire... Fait qu'on a créé, dans le fond, nous, un programme qui s'appelait Cloud Campus, qu'on a démarré en 2021, puis de façon extrêmement entrepreneuriale et agile. Katia Renaud, qui est la leader chez nous du développement de la main-d'œuvre, développement du talent. Donc, on a créé un rôle. T'sais. Donc, Katia, son leadership est autour du développement de la main-d'œuvre, développement du talent, et de bâtir un écosystème d'éducation puis de formation avec, en partenariat, des clients, des entreprises privées québécoises, canadiennes et des institutions d'enseignement. Fait que là, on a l'Université d'Ottawa, on a l'Université McGill, on va en annoncer d'autres bientôt. On a bâti des programmes pour former des experts des plateformes d'info nuagiques. Puis on a des grands partenaires privés institutionnels qui se sont joints à nous parce que c'est un besoin que tout le monde a. Oui. Puis aujourd'hui, c'est des formations qui sont disponibles à tous nos employés ou nos nouveaux employés ou des étudiants aussi qu'on veut simplement là, former de façon plus poussée à leur arrivée chez FX Innovation. Parce qu'on a reçu Katia sur le podcast ici, puis elle nous a tout expliqué comment elle avait créé et fondé l'école d'entrepreneurship, puis tout ça de Beauce. Et là, elle est encore sur son X avec ce projet-là. Dans le fond, elle est en train de travailler la technologie et l'institution pour y arriver. Et dans le fond, parce que souvent, c'est ça, tu sais, c'est que vous avez enlevé la peur de dire, bien, je peux y développer puis ils peuvent s'en aller ailleurs. Parce que c'est souvent ça, la grande peur de l'entrepreneuriat, c'est de dire, ouais, mais là, si je développe puis j'investis dans ce monde-là puis ils s'en vont ailleurs dans 3 ans, ouais, mais ils t'auront bien servi pareil puis ils auront été compétents pendant 4 ans puis essayent de les fidéliser. C'est quoi l'approche que vous avez dans cette vision-là de Cloud Campus? Bien, c'est un peu ça, tu sais. Nous, ce qu'on s'est fait dire, en fait, les contre-arguments, c'était ça. Vous allez investir beaucoup à développer la main-d'œuvre que vous allez perdre aux mains de vos concurrents. Vous allez cannibaliser, comme je disais tantôt, votre offre de service en rendant vos clients compétents. Avec les institutions d'enseignement, les universités, c'est compliqué, ça aboutira pas. Écoute, c'est tout l'inverse qui s'est passé. Oui, hein? Parce qu'on s'est dit, on n'a pas le choix de l'essayer. On est convaincu que les universités sont plus ouvertes que jamais aujourd'hui, justement, à rapidement s'adapter. Puis ça va tellement vite que la collaboration aujourd'hui entre le secteur privé puis le secteur institutionnel puis le secteur d'enseignement est plus que jamais extrêmement important. Oui. Puis on le voit beaucoup plus dans d'autres pays. On s'est inspiré de ce qu'ils faisaient dans certains pays européens, aux États-Unis. Puis ce qu'on a créé est assez unique, mais on s'est inspiré de beaucoup, beaucoup de choses qu'on a vues ailleurs. Donc tu sais, c'est honnêtement, encore une fois, c'est de dire, faut tenter des choses. Ça aurait pu être un échec. Dans ce cas-là, ça a été un succès. Puis là, en ce moment, on a investi pour continuer à faire évoluer ce modèle-là. Ce modèle-là qui permet d'avoir une main-d'œuvre qualifiée, qui est nichée dans l'expertise, qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs ambitieux. Exactement. Puis en plus, tu sais, un angle qu'on avait plus ou moins prévu, c'est que nos clients nous voient comme un réel partenaire. Parce que non seulement ils nous aident à faire notre transformation numérique, mais en plus, ils nous aident à former puis retenir notre talent parce qu'on a des programmes qui sont sur mesure pour répondre aux besoins d'aujourd'hui.
puis qui nous permet d'offrir justement quelque chose à nos employés qu'on n'aurait pas. Donc, ça crée aussi une dynamique de réel partenariat. Oui. Avec nos clients aussi. Puis moi, je ne connais pas du tout cet environnement-là, mais tu sais, quelqu'un aujourd'hui, un ingénieur informatique ou computer science, j'imagine, ou tu sais, en tout cas, quand tu fais le cours à l'école académique, tu n'as pas ces spécialisations-là possibles, comme tu as parlé tantôt d'info-nuagique, puis les plateformes que vous maîtrisez. Fait que vous, ça va aller, c'est fait que l'étudiant qui est pendant son cours peut aller se spécialiser. C'est-tu comme ça que ça marche? Oui, on a vraiment créé des micro-programmes. OK. Puis des programmes accélérés qu'un étudiant pourrait prendre à la fin de son bac, par exemple. OK. Puis ce qu'on a fait, la façon qu'Atia a travaillé, c'est avec les écoles, dans le fond, professionnelles des universités, ce qui fait que c'est extrêmement agile. On peut faire des cours sur mesure, puis autant des travailleurs actuels du marché, nos employés, des employés de nos partenaires peuvent s'inscrire. Donc, c'est des cours qui donnent des vrais crédits universitaires, des badges technologiques sur certaines technologies très précises, sans trop rentrer dans le jargon techno, là, mais je peux donner un exemple. Pour ceux qui vont nous écouter, qui comprennent la technologie, à l'Université d'Ottawa, c'est un cours de DevOps pour experts, où là, c'est une formation poussée en ce qu'on appelle l'infrastructure as code, et puis Docker, Kubernetes, qui sont en fait des éléments extrêmement importants dans la mise en place d'infrastructures infonuagiques. Donc, c'est très spécialisé, là. C'est pour des génies logiciels, des spécialistes en informatique. Parce que sinon, tu fais juste t'arracher, puis tu es dans une guerre probablement de prix, puis tu vas chercher un coach en compétition, il va te le rechercher, parce que ça doit prendre quand même des années quand tu n'as pas, tu l'apprends, si tu n'avais pas de programme avant, tu l'as appris par expérience. Mais là, ce que tu dis, c'est qu'on va développer les gens, puis on va souhaiter qu'ils viennent se joindre à notre équipe. Exactement. On va bâtir une masse critique au lieu de simplement essayer de s'arracher les experts qui sont disponibles dans le marché. Puis, ça va nous permettre justement d'assurer notre croissance. Puis, en même temps, il y a un côté de ça, tu sais, qui est aussi de redonner à l'économie québécoise-canadienne, là, parce que, je veux dire, tout le monde a besoin de ces spécialistes-là. Oui, exact. De créer, c'est ça, l'impact plus grand, puis ça vous donne une position de leader. Dans votre parcours, après 20 ans, il y a un certain moment donné, vous êtes allé chercher des gros partenaires. Et j'aimerais ça que tu nous en parles. Que ça a été quoi la décision? Parce qu'on on a des entrepreneurs qui pensent à ça aussi aujourd'hui, parce que ça fait partie des modèles de ne pas toujours prendre le risque. Puis si on veut avoir les moyens de nos ambitions, des fois, il faut s'allier, avoir des alliances stratégiques. Fait que peut-être nous expliquer un peu comment ça s'est passé chez vous. Oui. Bien, nous, dans le fond, en 2018, on a accueilli la Caisse de dépôt dans le capital action de FX Innovation. Puis encore une fois, je reviens à l'ambition, créer un joueur de classe mondiale. Donc, le choix s'est arrêté sur la Caisse parce que c'est ce qu'on voulait créer. Puis la Caisse, c'est un investisseur, dans le fond, qui cherche des joueurs qui veulent croître, puis bâtir des entreprises québécoises de classe mondiale. Oui. Donc, nous, c'était notre ambition. On avait déjà, un plan d'affaires qui était ambitieux puis qui était agressif. Donc, à ce moment-là, pour nous permettre de l'accélérer, on est allé chercher un partenaire qui non seulement pouvait nous amener du capital pour accélérer notre croissance, nous permettre d'être un petit peu plus agressif dans nos investissements, puis également qui pouvait nous conseiller, nous accompagner, puis être là pour nous aider aussi à établir des contacts, des relations, puis nous conseiller aussi dans nos grands, je dirais, dans nos grands, pas juste dans nos activités courantes, parce que ça, je pense qu'on était déjà bien organisés, mais beaucoup plus dans nos grands milestones, je peux me permettre, là. Je cherchais le terme en français, mais tu sais, de croissance pour devenir... Les grandes étapes. Les grandes étapes, merci. C'est plus simple que je pensais, hein? Les grandes étapes pour atteindre vraiment notre objectif ambitieux, tu sais, sur un 5 à 10 ans, là. Donc, la Caisse, c'était vraiment pour nous le partenaire là, idéal, patient, mais en même temps ambitieux dans ce qu'ils veulent des entreprises dans lesquelles ils investissent. Fait qu'il y avait un match parfait là, entre ce qu'on cherchait, ce qu'on voulait, la culture et les valeurs de l'investisseur en même temps, qui veut supporter les entrepreneurs québécois là, dans bâtir des entreprises. Et vous êtes un beau fleuron ici aussi au Québec, puis tout ce que vous avez fait, puis vous avez cette vision-là. Fait que ça, c'est intéressant. Bien, je pense que oui. Puis tu sais, ça, j'aime le dire quand même, c'est tout le temps relatif. Tu sais.
Des fois, on me parle de FX comme étant justement un fleuron, puis un joueur que... Puis quand on est loin d'avoir atteint l'objectif ultime, on ne le voit pas comme ça, nous, de l'intérieur. Oui, parce qu'il y a des Cirques du Soleil, hein, il y a des couche-tard, il y a des CGI. Il y a des entreprises qui sont rendues à 1000 lieues de où on est aujourd'hui. Quand notre ambition, c'est ça, aujourd'hui, on est encore, pour nous, un adolescent. Oui. Tu es encore un adolescent, mais qui est bien parti, mettons. On est pas mal parti. On a encore beaucoup de chemin à faire. Exactement. Fait que pour ce qui est de... Fait qu'on a parlé, fait que là, on joint un partenaire. Et aujourd'hui, parce que je pense que tu as un talent à t'entourer de super joueurs. Puis tu n'as pas peur non plus de t'entourer de bons joueurs. Comment tu t'y prends? Tu sais, ton fameux, l'évolution de ton comité de direction, je veux dire, t'as comme, j'ai eu la chance de les rencontrer, c'est tous des gens extraordinaires qui ont un talent. Je vais te confier quelque chose aujourd'hui, c'est pas moi le meilleur là-dedans. Non, OK. Non, puis je pense que c'est ça une équipe. C'est ça une équipe. J'ai la chance d'avoir des gens, autour de moi aujourd'hui, puis des gens qui sont arrivés, à travers les années, qui sont venus, dans le fond, ajouter des talents que je n'avais pas ou que d'autres membres de l'équipe de direction, à certains moments, n'avaient pas. Moi, je pense que je suis quelqu'un, tantôt on parlait de vision. Bon, je disais, la vision, pour moi, c'est connecter les dots, faire les liens dans le marché, comprendre le marché, les dynamiques, puis où on peut compétitionner puis être bon. Je pense que je ne suis pas pire là-dedans. Bien m'entourer, je pense que je suis correct, mais c'est pas moi le meilleur. J'ai des gens dans mon équipe, je pense à Mélanie Meckler, par exemple, qui est notre leader au niveau capital humain. Notre président aujourd'hui, qui me supporte dans toute la gestion des opérations de l'entreprise, notre chef des finances, c'est Mélanie qui a trouvé ces deux personnes-là d'exception aujourd'hui, qui ont amené l'équipe de leadership de direction à un autre niveau. Donc, c'est un tout. Puis de s'entourer de gens qui sont capables d'identifier le talent, puis d'ajouter des joueurs en comprenant la dynamique de l'équipe de leadership, qu'est-ce qui manque, quel profil viendrait vraiment rehausser le niveau de l'équipe de direction. Je pense que c'est un travail d'équipe, ça. C'est pas quelque chose que je peux dire que je fais seul, loin de là. J'en fais une partie. Mais en tout cas, je t'ai vu aller avec ton équipe, mais tu laisses quand même beaucoup de place à ces joueurs-là, puis tu sais qu'ils ont des compétences que toi, tu n'as pas, puis c'est la force de l'équipe. C'est une belle grande valeur que tu as. C'est pas, tu cherches absolument pas, puis on le voit, tu as beaucoup d'humilité. Là, tu cherches absolument pas à prouver quoi que ce soit, tu veux juste atteindre ton objectif, puis c'est avec qui je vais le faire, puis on va avoir du fun à le faire. C'est tellement un sport d'équipe, Cléo. Bâtir une entreprise, c'est un sport d'équipe. Tu as besoin de toutes les positions, puis tu as besoin d'un coach, tu as besoin d'un GM. Oui, je joue un rôle de GM, peut-être si on veut, ou de président, mais je pense que tu l'as dit. Je pense qu'une des choses que je fais bien, je sais à qui donner beaucoup de leadership, puis de les laisser aller. L'exemple de Cloud Campus qu'on parlait tantôt avec Katia, d'avoir pensé à Katia, de l'avoir appelé, parler de mon projet, puis lui avoir donné le défi qu'elle a accepté avec brio, puis qu'aujourd'hui elle livre avec excellence. C'est un des bons coups que j'ai fait, c'est vrai. J'ai identifié la bonne personne, le bon profil, puis aujourd'hui, elle a joint l'organisation à temps plein. Fait que des bons coups comme ça, j'en fais plein, mais j'ai plein de gens dans mon équipe de direction qui en font plein de bons coups comme ça aussi. Fait que c'est vraiment cette complémentarité-là, puis c'est laisser la place à d'autres leaders de prendre leur place, puis d'exécuter, puis de foncer, sans être de toutes les décisions non plus. Oui, c'est ça. Mais puis, tu sais, j'imagine que toute cette ambition-là vient avec une bonne discipline d'exécution. Puis quelles sont vos meilleures pratiques en termes de discipline d'exécution? Parce que souvent, tu sais, on le voit, là, tu sais, quand tu vises l'excellence, c'est comme tu nous l'as dit d'entrée de jeu, ça ne vient pas tout seul. Fait que là, on a les gens. Donc là, ce que tu dis, c'est que tu as l'équipe. Puis ça ne vient pas de toi, mais c'est un tout. Puis tu as des profils, vous n'avez pas peur de vous confronter, puis on se dit les vraies affaires. Hein? Je pense que vous aimez ça aussi, puis c'est génial. Mais après ça, le rythme, puis l'exécution, puis les disciplines, tu sais, comment vous êtes structuré? As-tu des meilleures pratiques que tu pourrais partager à notre audience?
Oui, bien, tu sais, encore une fois, ça revient au leadership puis bien se connaître. OK? Moi, de mon profil, là, je me connais, là, je ne suis pas quelqu'un d'exécution d'opération. J'ai beaucoup de misère avec le détail, puis avec la structure, puis l'organisation détaillée. Donc, ça me prend des collègues, ça me prend d'autres leaders qui sont excellents là-dedans. Bien, justement, si je prends Lucas Lotsky chez nous, qui est président, lui, c'est sa grande force. Extrêmement structuré, extrêmement organisé, capable d'organiser le travail, de structurer les équipes. Donc, complémentarité totale. Si je prends notre chef des finances aujourd'hui, Jean-Bruno Lessard, même chose. Donc, il est venu amener toute une rigueur dans la gestion financière de l'entreprise qui nous permet d'avoir une exécution aussi alignée avec nos capacités financières. Oui. Donc, c'est complexe. Ça ne nous a pas pris 5 ans à arriver là, ça nous a pris des années et des années. Puis c'est tous ces joueurs-là qui viennent ajouter l'excellence opérationnelle puis l'excellence en exécution. Puis tout part, encore une fois, de l'ambition puis de la vision claire de ce qu'on veut exécuter. Parce que d'exécuter sur quelque chose de pas clair, on se comprend, tu sais. Tu peux t'éparpiller. Tu peux t'éparpiller. Puis c'est là que tu te mets à dévier, à accepter toutes sortes de nouveaux projets qui sont peut-être pas alignés parce que tu es juste dans le court terme, puis tu ne regardes pas encore c'est quoi l'objectif long terme. Mm-hmm. Je pense qu'une grosse partie de l'exécution, c'est de savoir dire non, souvent. Oui. Ah, c'est vrai, ça. Effectivement. À ce qu'on ne fait pas. Non, exact, c'est ça, le stop doing list, là, comme ils appellent. Là, c'est difficile, c'est encore difficile pour moi. Oui. Ça m'arrive encore de dire oui, puis là, je reviens, non, ça, il ne faut pas faire ça, ça nous ralentit. Puis on revient, puis on défait, puis on... Donc, ça fait partie de la discipline d'exécution. Garder le cap, garder le focus sur la destination, puis s'assurer que ce qu'on fait, c'est une initiative qui est parfaitement en lien avec... Il y a de la cohérence entre ce que tu fais, où tu mets ton énergie, puis tout ça. Puis en même temps, si on regarde actuellement, post-pandémie, on est tous en recherche de quête de sens. Fait que moi, je fais un lien avec ton ambition, vers où tu veux t'en aller, puis que les gens sentent qu'ils contribuent à quelque chose de plus grand. Parce que souvent, les gens, tu sais, dans la méthodologie Scaling Up, on parle du but hautement audacieux et grandiose. Toi, tu nous l'as dit, tu l'exprimes, il est clair, il est exprimé, il est connu de ton équipe, et ça mobilise les troupes. Mais souvent, les gens disent, ben non, moi, j'en ai pas de besoin. Bien là, peut-être que c'est correct, tu es dans le good, puis tu n'es peut-être pas dans l'excellence, puis tu veux te dépasser. Mais quand tu vas enseigner à l'école d'entrepreneurship de Beauce, là, qu'est-ce que tu observes? C'est quoi les messages clés que tu vois avec, mettons, la nouvelle communauté ou la nouvelle génération d'entrepreneurs? Parce que toi et moi, on a le même but, on veut avoir un impact sur les entrepreneurs. Qu'est-ce que tu observes? C'est quoi les messages que tu as envie de leur dire ou qu'est-ce qui ressort de ça? Ben, je pense que j'aborderais ta question par moi, comment j'ai été impacté par d'autres entrepreneurs. Parce qu'il y a plein d'entrepreneurs qui m'ont inspiré. J'ai eu la chance, moi, de faire une cohorte de l'École d'entrepreneurship de Beauce en 2016. Oui. Puis, tu sais, d'être membre d'IO pendant plusieurs années. Donc, tu sais, j'ai côtoyé énormément d'entrepreneurs qui m'ont influencé puis impacté dans qui je suis aujourd'hui comme entrepreneur. Moi, j'aime le dire comme ça, je suis quelqu'un... Je sais que j'ai une naïveté et une espèce d'ambition sans limite, dans le sens où je ne mets pas de limite sur qu'est-ce qu'on peut atteindre. Puis après ça, ben, tu sais, c'est un peu de dire, je vise la médaille d'or olympique. Puis si je finis 4e, là, je suis mauvais? Non. Je pense que si tu finis 4e au monde, tu n'es pas mauvais. Puis c'est une médaille de bronze, c'est pas si pire, même si tu visais l'or, tu sais. Fait que c'est un peu le mindset que je me donne. Puis, tu sais, des entrepreneurs, par exemple, tu sais, qui m'ont beaucoup inspiré à l'École de Beauce, il y en a plein, là, je prends plein. Je prends Louis Tétu, par exemple, qui est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré. Louis, une image qui m'est restée à l'École de Beauce, c'était si tu veux être un joueur de classe mondiale, si tu veux sortir du Québec, du Canada, il faut que tu sois dans le business des pacemakers. Puis ça m'a tout le temps fait rire. Puis s'il nous écoute un jour, il va rire parce qu'il avait mis une image d'un pacemaker. Puis la question qu'il nous avait posée, c'est « T'achèterais-tu le 2e meilleur pacemaker? » La réponse, c'est non, jamais. Si tu achètes un pacemaker, tu vas acheter le meilleur. C'est sûr. Fait que, il dit, quand tu vends quelque chose qui est critique à une organisation, il faut que tu sois le meilleur. Les entreprises n'achèteront pas un 2e meilleur pacemaker. Fait que vise à être le meilleur, puis ta business, ça va bien aller. Puis ça, c'est un exemple. Je pourrais t'en sortir 100 comme ça d'entrepreneurs qui m'ont influencé, puis qui ont fait en sorte qu'on a pris des décisions différentes chez FX pour justement faire moins puis être dans le business des pacemakers. Mm-hmm.
Ah, j'aime ça, Aujourd'hui, tu sais, je te donne ça comme expérience personnelle parce que c'est un peu la même chose que j'essaie de transmettre parce que moi, je l'ai reçu, je l'ai appliqué. Ça a amené beaucoup de succès, relativement, encore une fois, d'où on est rendu, tu sais. Puis on continue, tu sais, à établir ce type d'inspiration-là. Puis moi, c'est ce que j'essaie de partager, tu sais. Donc, si ton ambition, c'est ça, essaye de tout aligner, tu sais, pour que ça arrive vraiment. Si ton ambition, c'est d'avoir une belle entreprise locale, ce qui est aussi correct, puis d'avoir une qualité de vie peut-être un peu plus équilibrée, tu sais, c'est correct aussi. Puis le plan pour y arriver, est différent, il est très différent. Puis c'est cette espèce d'authenticité-là, pour moi, d'alignement-là qui est le plus important. Parce qu'encore une fois, c'est vrai dans toutes les disciplines. Oui. Tu sais, on veut être un groupe de musique, encore une fois, reconnu mondialement. Ben, ça va impliquer, tu sais, de faire des tournées, puis d'être partout sur la planète. Puis c'est bien difficile de fonder une famille, puis d'être avec ses amis à toutes les semaines. Puis, tu sais, c'est un autre... c'est un autre monde, exactement. Une autre vie. Exactement. C'est la même chose avec une entreprise. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Fait que là, le gros message, la clarté de vision, puis de mesurer notre ambition. Ouais. Fait que ça, c'est comme, tu sais, je pense qu'on n'a jamais eu un entrepreneur qui était aussi clair là-dessus, sur ce message-là. Puis, comment tu vois le futur de FX dans le sens que, tu sais, là, c'est comme, tu sais, t'alignes, tu sais, les astres, là, tu sais. Moi, j'aime tout le temps dire, il faut viser la Lune, devenir une étoile, là, tu sais. Fait que là, on est là-dedans, là, tu sais. Comment tu vois ton rôle évoluer? Comment tu te vois, tu sais, aujourd'hui, là, mettons, je projette dans 20 ans, là. Ouais. Bien, ce que j'aime de mon rôle, puis la portion que j'aime faire, encore une fois, c'est de connecter le marché, l'évolution des technologies, puis comment m'assurer qu'FX évolue. Parce qu'on est dans un marché de fou un peu. Là. Ça évolue à une vitesse effrénée d'un point de vue des technologies qu'on déploie chez nos clients, puis qu'on utilise dans notre quotidien. Donc, c'est de m'assurer qu'on demeure à jour, puis qu'on reste toujours même en avance sur nos clients. Parce que nous, c'est ça, il faut être en avance sur nos clients. T'es l'expert. Exact. Puis là, tu sais, sans encore tomber trop dans le jargon techno, bien, c'est sûr que l'intelligence artificielle, l'apprentissage machine, les réseaux IoT, tout ça va évoluer de façon importante. Il y a toute la sécurité autour de ça qui évolue aussi de façon importante. Puis après ça, on tombe, il va y avoir même des vagues comme le edge computing, l'informatique quantique. C'est toutes des choses qui vont venir influencer ce qu'on fait à long terme, pas à court terme. Oui. Fait que c'est comment que nous, on évolue, puis on s'adapte, puis qu'on transforme nos services, tout en restant très niché, très focus sur qui on est, qu'est-ce qu'on fait, puis dans quoi on est les meilleurs. Oui. OK. Puis, pour une PME, là, tu sais, qui doit faire un virage technologique, une transformation. Là, je comprends, vous accompagnez des grandes entreprises dans la transformation, mais la PME moyenne, là, tu sais, qui a son ERP qui arrive à pleine capacité, qui n'a pas encore un CRM un peu boboche, qui ne connecte pas trop, puis du marketing automation, c'est quoi ça, tu sais, puis ils n'ont pas de système. C'est quoi les conseils que tu as à donner? Tu sais, quand on dit là, un entrepreneur, parce que je me rends compte que les entrepreneurs sont trop réactifs. T'attends à la fin. C'est comme quand ça ne marche plus puis ça pète de partout. Là, je vais la faire, ma transformation. Au lieu de le voir, dire, bien, si tu es vraiment expert dans ton domaine, pourquoi tu n'utilises pas la technologie pour t'en faire un avantage compétitif puis créer quelque chose d'encore plus grand? Fait que j'aimerais t'entendre sur la transformation typique des PME aujourd'hui. C'est quoi comment on doit réfléchir à ça? Oui. Tu sais, je suis très, comment je dirais, très empathique. Parce que nous, peut-être, on est dans la moyenne grande. T'sais, on travaille quand même beaucoup avec la moyenne, pas la petite, dans ce qu'on fait. Mais je suis très, très empathique parce que un des grands défis, c'est l'accessibilité et la disponibilité du talent pour faire leur transformation. Même s'ils veulent, la réalité, là, c'est que c'est difficile de trouver l'expertise et le talent. Exact. Okay? C'est difficile pour la moyenne grande, c'est difficile pour la PME, pour la petite. Fait que ça, c'est une réalité. Fait que je pense que c'est important d'être clair là-dessus. Là. Ça, c'est un vrai défi. Maintenant, ce que je dirais, c'est que il faut absolument que les entrepreneurs, que ce soit les petites comme les moyennes et les grandes, comprennent que la technologie, aujourd'hui, fait partie du service d'affaires qu'ils livrent.
Fait que c'est pas un plan de technologie, c'est un plan d'affaires qui intègre la technologie. Au service de l'humain, des clients, de la valeur qu'ils veulent créer. Et que tu sois une manufacturière, que tu sois... Dans le fond, tu sais, puis moi, j'aime ça l'expliquer comme je l'expliquerais, par exemple, à mes parents ou mes grands-parents, là. Tu sais, c'est une révolution, OK, en ce moment. C'est vraiment une révolution sur le plan technologique qui impacte toutes les industries. Comme la révolution industrielle, tu sais, au début du 20e. Puis pour ça, ça prend des infrastructures, des fondations différentes. OK? Puis il n'y a aucune industrie qui peut éclore sans la mise en place d'une fondation qui permet de supporter cette industrie-là. Fait que si je l'explique à ma grand-mère, ce que je vais lui dire, ou mes grands-parents, c'est la révolution industrielle du début du siècle, là, ça a pris quoi? T'sais, les ingrédients, c'était des centrales de production d'électricité puis des réseaux de transport de l'électricité. Sans ça, tu ne fais pas bâtir des usines partout puis créer cette révolution-là. Comme l'industrie automobile, il a fallu bâtir des routes puis des ponts, sinon, tu n'en vendras pas beaucoup de voitures si c'est juste des routes de gravier. On se comprend? Logique. Oui. L'industrie aérienne n'existe pas s'il n'y a pas des aéroports partout sur la planète. Fait que la transformation digitale numérique, là, il y a 2 ingrédients. C'est l'Internet haute vitesse. Puis ça, on le sait, ça a été un débat longtemps, puis ça l'a été encore récemment, parce qu'il y a encore des régions qui n'avaient pas accès à haute vitesse. Fait que l'Internet haute vitesse, c'est un des 2 éléments de l'infrastructure digitale. Et le deuxième, c'est les plateformes d'info nuagique. Donc, ces 2 ingrédients-là permettent de transformer une entreprise dans l'ère digitale, puis de pouvoir innover, puis de bâtir des nouveaux services, puis de capitaliser tranquillement sur les nouvelles technologies, puis se moderniser, puis faire partie de la prochaine, dans le fond, vague importante de l'industrialisation. Mais j'aime ça, moi j'aime ça quand tu me l'expliques comme une grand-mère. Moi, je le comprends, là. Ça fait mon affaire, ça, je le comprends. Puis, tu sais, c'est de le voir comme un investissement et non pas comme une dépense non plus. C'est un investissement. C'est un investissement. La réalité, là, Cléo, c'est que les budgets TI vont et doivent augmenter dans toutes les entreprises. Exact. C'est normal, les entreprises sont plus technologiques que jamais. Puis le défi, là, quand je dis, puis je suis très empathique avec le manque de talent, et les budgets sont un défi, parce que la réalité, c'est qu'il faut investir maintenant pour transformer les fondations, pour après ça pouvoir développer des nouveaux services innovants. Fait que ton retour sur investissement, la réalité, il n'est pas là tout de suite. Oui. C'est difficile aussi de quantifier, OK, de quantifier ce qu'on appelle, c'est souvent le time to market, là. Oui. La rapidité avec laquelle tu vas pouvoir déployer un nouveau service, un nouveau processus, que ce soit de service à la clientèle, peu importe ce que c'est, de quantifier ton gain d'efficacité à déployer quelque chose de nouveau ou d'innover, c'est dur de quantifier ça, là. Oui. Qu'est-ce que ça vaut? Fait que pour un dirigeant d'entreprise, un chef des finances, OK, là, j'ai toutes ces dépenses-là à ajouter dans mes systèmes technologiques ou changer ma fondation technologique, mais je n'ai pas nécessairement un gain tout de suite, là, dans la première année, là. Exact. C'est un positionnement futur après ça pour pouvoir innover, évoluer puis faire partie de la prochaine révolution. Puis les 2 éléments que je vois qui manquent dans la majorité des comités de direction, tu n'as jamais personne qui est en charge de la technologie, mais c'est le plus gros sujet. Puis tu n'as jamais personne qui est en charge du développement de talent. Tu as quelqu'un d'RH qui va faire de la gestion de ressources humaines, mais on s'entend-tu que ce sont les 2 vrais accélérateurs à un positionnement stratégique pour faire une différence dans ta niche, dans ton expertise? On est là, tu sais. Fait que moi, j'essaie d'avoir un message porteur de bonnes nouvelles puis de changer les choses. Guillaume, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé qu'on discute, que j'ai pas soulevé parce qu'il y aurait tellement de sujets que j'aurais aimé parler, mais y a-t-il quelque chose qui te vient en tête de dire, écoute, j'aurais aimé ça qu'on parle de ça, y a-t-il quelque chose qui te vient, tu aurais aimé qu'on discute en terminant? Bien, peut-être juste une chose. Moi, ce que je dirais, c'est que j'aimerais peut-être juste ajouter que je trouve au Québec, en ce moment, puis au Canada aussi, que l'entrepreneurship est quelque chose en pleine évolution puis ébullition, puis on a énormément de belles entreprises de plus en plus ambitieuses, puis qu'on est vraiment loin d'où on était il y a même 10 ans. Je trouve que l'évolution est incroyable.
Puis de plus en plus, on prend notre place. Puis c'est grâce à des podcasts comme ce que tu fais, puis tout ce qui se fait partout, l'École d'entrepreneurship de Beauce, le Council of Canadian Innovators, il y en a plein, je pourrais en nommer, mais il y a une ébullition, il y a une conscientisation, il y a un support, il y a un respect, il y a une communauté. Puis c'est super intéressant. Fait que je suis très, très positif, enthousiaste pour l'avenir. Oui. Puis, si on continue de travailler ensemble comme ça aussi, comme nous, ce qu'on fait avec les universités pour le développement du talent de la main-d'œuvre, puis je suis convaincu qu'il y en a d'autres qui vont partir des choses différentes, complémentaires à ce qu'on fait. Le talent en technologie est extrêmement important pour l'avenir de l'économie québécoise et canadienne. Donc, moi, je suis très enthousiaste là, pour le futur aujourd'hui, malgré qu'il y a plein de défis, mais rien qu'on ne peut pas relever ensemble. Oui, exact. Guillaume, merci de nous avoir fait vibrer sur ton ambition. C'est un bon refresh de l'importance d'avoir un BHAG, un but hautement audacieux et grandiose. Et longue vie à FX, en fait. Puis je vous souhaite d'être le leader de peu importe ce que vous avez décidé de nicher, même si ça évolue. Je ne suis pas inquiète que vous allez y arriver. Donc, merci d'avoir participé à ce podcast-là et d'être venu parce que souvent, on voit toujours les mêmes entrepreneurs sur la place publique, mais pour moi, c'était important d'avoir toi qui es très humble dans tout ça, mais de connaître ton histoire. Fait que merci de ton authenticité. Plaisir, Cléo. C'était un réel plaisir. Merci. Merci à toi. À noter que tous les épisodes sont disponibles en format audio sur les principales plateformes de podcast et aussi disponibles en format vidéo sur YouTube. Si ce podcast vous a inspiré, sachez que vous pouvez retrouver tous les outils utilisés par ces entrepreneurs à travers une boîte à outils que j'ai cumulée au fil des années. Tout simplement vous rendre sur hypercroissance.com/outils. Pour en savoir plus sur Hypercroissance, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. On partage une panoplie d'informations, d'articles, d'outils pour vous aider dans votre croissance sur les réseaux sociaux. Et si ce podcast vous a plu, je vous invite à le partager avec quelqu'un à qui ça pourrait être utile. Merci et à bientôt.